Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV et de RMC. Vous êtes président du Sénat, évidemment, sénateur des Yvelines. On a beaucoup de sujets à voir ce matin, mais d'abord je voudrais avoir votre réaction après l'annonce de la mort de ce soldat français mort au Mali hier, un soldat issu du 1er régiment de parachutistes de Tarbes. C'est le 43e soldat mort au Sahel. La lutte contre le djihadisme, le terrorisme est à ce prix, Gérard Larcher? D'abord, m'incliner devant ce soldat qui est au service de notre pays, au service de la lutte contre le terrorisme, donc au service de la paix, a donné sa vie. Avoir une pensée pour les 42 autres soldats, pour leurs familles. Et vous savez qu'en plus, nous, au Sénat, ça nous parle extrêmement fort. Oui, parce que vous pensez Parce que je pense à Jean-Marie Bockel, par exemple, et je n'ai pas pu ne pas penser à ce que nous avons essayé de partager avec lui. Se dire aussi que ce combat qui, depuis 2013, est mené, la France le mène assez seul. Heureusement, les pays G5 Sahel participent aujourd'hui de manière engagée, avec des succès réels. J'étais en février en Côte d'Ivoire, j'ai pu mesurer l'inquiétude et en même temps la volonté de combattre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, nous l'oublions un peu. Dans une société qui zappe souvent devant les événements, je crois que ce sacrifice de ce soldat doit nous rappeler cette exigence. On en parle beaucoup quand ça touche évidemment le territoire national, mais cette lutte contre le terrorisme, elle commence là-bas en l'occurrence. Elle est, le vrai front, il est là-bas comme il est ailleurs, et vous voyez bien que ça reste une priorité sur laquelle on parlera peut-être d'Europe. Nous avons besoin aussi de la solidarité européenne. Alors évidemment, je le disais, beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on parle de santé publique parce que ça, pour le coup, c'est la vie concrète des Français. Vous avez entendu les derniers chiffres, 1000 nouveaux cas de contamination, des signes de reprise de l'épidémie sur le sol français, en métropole notamment. Est-ce que j'ai entendu les membres de votre famille politique très sévères sur la manière dont le gouvernement, l'exécutif a géré cette crise. Qu'est-ce que l'État pourrait faire de mieux aujourd'hui? Soyons concrets. Sur la gestion de la crise, il y a actuellement 2 commissions d'enquête. Il y en a une au Sénat, et naturellement, il va falloir analyser qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des manques évidents, et le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, l'a reconnu. Vous pensez qu'on pouvait faire mieux? Oui, gestion des masques, gestion des tests. Nous nous comparons aussi à des pays proches comme l'Allemagne, il y a des réalités. Maintenant, empêcher en quelque sorte une résurgence d'une vague épidémique telle que nous l'avons connue, notamment dans le Grand Est, et notamment dans la région Île-de-France, et je peux vous dire que ça nous a touché, moi... Vous êtes sénateur des Yvelines. Oui, personnellement, et de gens très proches de moi. Donc c'est une réalité. Je pense que les gestes barrières, ce qui nous est demandé par l'exécutif, nous devons le mettre en œuvre. Je ne cesse de le rappeler avant chaque séance au Sénat. Eh ben, soyons concrets ce matin. Le masque est obligatoire depuis lundi dans les lieux clos. Il sera gratuit, a dit le gouvernement, pour les plus démunis. Est-ce que c'est pas contraire aux principes républicains? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit gratuit pour tout le monde en réalité? Écoutez, je crois que c'est ces débats que nous adorons dans le pays. Ce qui compte, c'est d'être efficace et qu'aucun de nos compatriotes, ne soit exclu. Voilà pourquoi la décision d'être attentif aux plus précaires, c'est d'ailleurs une décision que par exemple la région Île-de-France et un certain nombre de communes ont pris. Allez, soyons concrets. Portons le masque, ayons des gestes barrières, ne nous associons pas à des manifestations, y compris de joie, mais qui rompent. On ne s'embrasse plus, j'ai compris. Voilà. Il n'y a pas que s'embrasser, mais il y a un certain nombre d'événements qu'on présente comme ludiques qui sont à chaque fois des mises en péril de la santé, ce qui peut se passer dans tel ou tel lieu, sur telle ou telle plage. Gérard Larcher, les médecins sont inquiets de ce qui se passe notamment à nos frontières, dans les aéroports. Ils parlent de passoires à Covid. Est-ce qu'il faudrait instaurer des tests, au fond, avant d'entrer sur le territoire? D'autres pays le font. Il n'y a pas que les médecins. D'autres pays le font, les Pays-Bas, la Norvège, la Tunisie, le Maroc. Avant d'arriver sur leur territoire, il faut se faire tester avant. Pourquoi ne pas faire la même chose à l'entrée en France? 2 questions au gouvernement, mercredi, au Sénat, sur ce sujet. Je pense qu'il est indispensable que nous sortions des propos du ministre de la Santé qui disait « nous faisons le nécessaire ». Non, nous ne faisons pas le nécessaire. Moi-même, pour avoir repris l'avion la semaine dernière et cette semaine, je peux vous dire
qu'il y a des insuffisances graves. J'ai vu que vous aviez remis 50 propositions au président de la République. Parmi ces propositions, il y en a une qui a fait tilt. Vous proposez que la présidence des agences régionales de santé soit confiée aux régions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à vos yeux, pendant cette crise, ces ARS, ces fameuses ARS, elles ont failli, elles n'ont pas fait le job? Le sujet, ça n'est pas de régler les comptes, mais comment on gère une crise. Comment demain on contribue à retrouver la confiance. Le sujet de la proximité est un sujet majeur pour retrouver la confiance. Il ne s'agit pas que de parler des ARS, j'y reviendrai. Donc la santé, mais il faut la gérer au plus décentralisation. Ce qu'on fait mieux en proximité, il faut le faire en proximité. L'Agence régionale de santé, présider son conseil d'administration, je pense que c'est le rôle d'un président de région plutôt que le rôle du préfet de région. Il faut faire confiance aux élus. On l'a bien vu dans la crise. Les régions, les départements, les communes, ils ont été au premier rang. Et je le dis d'autant plus que, élu d'Île-de-France, je tiens à rendre hommage à l'ARS d'Île-de-France qui a été de très grande qualité dans cette crise. C'est dit. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, vous étiez ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Vous avez donc écouté Jean Castex hier qui présente un plan pour les jeunes. Il dit « Je vais mettre le paquet sur les jeunes ». J'ai regardé 6,5 milliards d'euros investis, une prime de 4 000 euros à l'embauche sur 2 ans, effectivement, 300 000 contrats aidés, plus de formation, des places au service civique. Vous, l'ancien ministre de l'Emploi, est-ce que vous dites c'est pas mal, on a pris l'ampleur du truc, ou au contraire, c'est pas suffisant? Il faut le faire, il fallait le faire et j'accueille ce plan, j'allais dire, avec l'envie de le soutenir. 700 000 jeunes, ça va être notre défi. Et 700 000 jeunes, ça veut dire aider à l'embauche dans les entreprises, ça veut dire renforcer les contrats d'apprentissage en nombre, les contrats de professionnalisation, les emplois aidés. Parfois, je me dis, on les a supprimés bien vite en 2017. Moi, je me souviens que certains de vos amis disaient, quand la gauche faisait des contrats aidés, disaient, mais c'est des voies de garage, ça coûte un argent fou, ça ne sert à rien. J'ai un souvenir que Borloo et moi-même, avec le soutien de Jacques Chirac, à un moment difficile pour l'emploi, nous étions en 2004, et le contrat aidé a été un moyen de ne pas laisser sur le bord de la route des jeunes. Notre défi à la rentrée, c'est ces 700 000 jeunes, ces diplômés qui ne trouveront pas d'emploi, ces jeunes qui vont sortir de formation en alternance, et ces jeunes aussi, et en même temps, l'afflux vers l'université, sur lequel nous sommes extrêmement attentifs pour que les conditions de formation soient de qualité. Donc sur l'emploi, vous dites plutôt c'est pas mal. Le plan de relance à 100 milliards d'euros, dont 40 milliards pour l'industrie et une vingtaine de milliards pour baisser les impôts. Je me suis dit en voyant ça, je me suis dit mais au fond si la droite était au pouvoir, elle ferait exactement la même chose. Écoutez, je pense que on a un gouvernement qui majoritairement se situe au centre et au centre droit, n'en déplaise aux quelques élus issus de la gauche qui demeurent dans ce gouvernement. Et pourtant vous êtes très critique. Et est-ce que depuis 3 ans on a mené une politique de droite? Je vous réponds non. Sur des sujets aussi importants. Je me rappelle des conclusions du rapporteur général du budget. On est fin 2019 au moment du vote du budget. Il dit: vous n'avez pas réduit la dépense publique. Vous n'avez pas réduit l'endettement. S'il survient une difficulté, nous serons à ce moment-là, nous en très grande difficulté. Qu'est-ce qui se passe avec la crise du coronavirus? Nous avons une Allemagne qui a un taux d'endettement de 60 quand le nôtre est de 100. Ils sont en capacité de mettre 2 fois plus dans le plan de relance. En matière régalienne, est-ce que c'est la politique d'un gouvernement de droite, ce que nous assistons? Est-ce que c'est être de droite que de qualifier d'incivilité l'assassinat de Bayonne et celui d'Agen? Pour ceux qui nous regardent, il faut savoir de quoi vous parlez. Vous parlez des propos du président de la République qui, effectivement, à propos de faits extrêmement graves et de décès, de morts en l'occurrence, a parlé d'incivilité. Je vais vous poser la question franchement. Sur ce terrain de l'incivilité, de l'insécurité, vous considérez que Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur? Nos chiffres sont assez dramatiques par rapport aux autres pays européens. Il faut qu'on en finisse avec les zones de non-droit. Il faut qu'on en finisse avec le sentiment d'impunité. Je le dis, moi qui suis quelqu'un très attaché à la question impunité, sociale. Le mot est très fort. Oui, il y a des moments où le sentiment d'impunité est fort. Et je dois dire que c'est un sujet auquel nous devrons nous attaquer collectivement. Je le disais hier au ministre
de l'Intérieur que je rencontrais au moment même où nous échangions sur ce qui s'était passé à Nice. On aurait pu dire il y a quelques semaines à Dijon. Et ce sentiment-là, il est un sentiment et une réalité. Justement, Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé qu'il se rendrait demain à Nice, sans doute accompagné par Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Il a, je cite, promis des annonces concrètes face à des violences qu'il juge inadmissibles. Soyons concrets, vous seriez à sa place, vous proposeriez quoi de concret pour lutter justement contre ces faits graves? Moi j'ai dit des visites, oui. Maintenant passons aux travaux pratiques. Justement. Nous attendons ces travaux pratiques et nous n'avons eu, j'allais dire, aucun de ces travaux pratiques depuis 3 ans. Je constate simplement que nous sommes à, 600 jours de l'élection présidentielle et on est toujours en attente d'un État tout simplement qui assume ses missions régaliennes. Vous lancez un boomerang, je vous le renvoie. Qu'est-ce que la droite a fait pendant ces 3 années-là pour préparer notamment le terrain pour 2022 sur ces questions? Qu'est-ce que votre famille politique propose de différent, de mieux que ce qui est fait actuellement sur ce terrain-là, sur la sécurité? Notre approche de la relation, par exemple, avec les forces de police et de gendarmerie. Je vous renvoie à un rapport, le rapport fait par celui qui vient de devenir maire de Metz. François Grosdidier, et un socialiste qui connaît bien ces questions, Michel Boutan. Nous avons proposé un autre rapport, police, justice, un autre rapport entre police, société et proximité, et naturellement, la lutte contre le chômage fait aussi partie de ces réalités. Mais pardonnez-moi, on ne traitera pas uniquement par la question sociale, ce qui est le retour de l'état de droit et une République qui est partout chez elle. Non, mais j'insiste sur ce que la droite propose, parce que c'est important. Je vous ai donné un exemple. Vous allez lire le rapport Grosdidier et vous verrez les propositions qui sont faites concrètement. Vous verrez un certain nombre de propositions qui ont été faites par notre commission des lois en matière de justice. Autre question régalienne, la question migratoire. Il faudra bien qu'elle soit gérée. Voilà pourquoi j'ai dit à Jean Castex, pour lequel on a plutôt une sympathie naturelle, d'abord parce qu'on s'est bien connus dans une vie antérieure, et on lui dit maintenant aux travaux pratiques. Justement, tiens, un autre sujet. En septembre, le gouvernement a proposé, va présenter plutôt un projet de loi sur le séparatisme, qui sera débattu d'ailleurs au Parlement. Et il se trouve qu'il y a un rapport du Sénat qui a présenté une quarantaine de mesures pour combattre la menace islamiste. Je l'ai lu, votre rapport. Ce rapport. J'ai lu interdire des prédicateurs, mieux surveiller certaines écoles, des associations, des clubs. Et puis quand j'ai fini de lire, je me suis dit, mais au fond, tout ce que vous suggérez, c'est bien, mais ça existe déjà. Tout est déjà d'une certaine manière dans la loi. Peut-être pas appliqué, ou pas suffisamment, mais il n'y a pas de nouveau dans tout ça. Écoutez, appliquer la loi, c'est d'abord la première mission d'un exécutif et d'un gouvernement. Il se trouve que l'an dernier, avec Marcel Gauchet, nous avons fait un travail sur la loi de 1905. Il a été remis... Chercheur, intellectuel. Oui, chercheur, un intellectuel, un philosophe. Et hier, je l'ai remis au ministre de l'Intérieur parce que je lui ai dit que c'est un sujet sur lequel le Sénat serait intraitable. Pas simplement vis-à-vis d'une religion, de la conception que nous avons de la laïcité. Cette conception de la laïcité, elle est sur un vieux principe d'Aristide Briand. La loi doit protéger la foi tant que la foi n'entend pas dire la loi. Autour de ce principe, on verra aussi des propositions concrètes. Ces propositions concrètes, nous avons besoin du fait religieux dans la cohésion d'une république, mais c'est la loi qui doit primer par-dessus tout. Vous parliez, Gérard Larcher, il y a un instant de Jean Castex. Vous aviez raison de dire qu'il était issu de vos rangs. C'est un élu local, il est plutôt de droite. Il se présente comme le Premier ministre des territoires. Ça doit vous faire plaisir, à vous, le président de la Chambre des territoires. Et pourtant, quand il vient présenter son discours de politique générale, vous votez pas la confiance. J'avoue que pour ceux qui regardent la politique d'un peu plus loin que nous, c'est difficile à comprendre. D'abord, nous n'avons pas été sollicités pour voter la confiance au Sénat. Nous avons entendu l'engagement du Premier ministre, notamment de reprendre les 50 propositions que vous évoquiez pour la décentralisation, la déconcentration. Et ces 50 propositions, d'ailleurs, elles ne sont pas simplement de la majorité sénatoriale. Elles sont des propositions qui ont été construites avec l'ensemble des groupes du Sénat. Alors nous allons voir concrètement ce que... Vous savez, au Sénat, on a un principe. Jamais oui par discipline, jamais non par dogmatisme. Ce qui est bon pour la France. Je suis certain que le Sénat le fera sien, l'améliorera. Nous venons d'ailleurs de voter,
hier après-midi le projet de loi de finances rectificative numéro 3. Nous l'avons fait en l'amendant, en laissant quelques questions en suspens, notamment la question des transports collectifs dans les grandes métropoles, qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment compensés. C'est une réalité en Île-de-France, mais dans d'autres métropoles. Mais nous l'avons voté parce que nous pensons que c'était indispensable pour les entreprises, par exemple, et pour les soutenir, notamment des activités qui traversent de grandes difficultés. Gérard Larcher, il ne vous a pas échappé que la réforme des retraites avait été repoussée sine die, que l'exécution, la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage était reportée à janvier dans le meilleur des cas. J'ai envie de vous poser une question. Le bilan d'Emmanuel Macron, au fond, après 3 ans, quel bilan vous faites personnellement ? Je pense que le temps du bilan n'est pas totalement venu, parce que c'est assez maigre les 3 premières années. Souvenez-vous, crise des Gilets jaunes, crise autour des retraites, et maintenant crise sanitaire. Sur la crise sanitaire, le président de la République n'en peut mais dans les 2 autres crises, elles ont été suscitées par une politique. Ce que vous retenez des 3 ans de Macron sont les crises. Mais oui, c'est la crise, la verticalité. La verticalité, la décision qui vient d'en haut nous conduit sur les ronds-points. Je vous rappelle quand même que le 49.3 est voté en même temps que le Conseil des ministres se penche sur la pandémie, sur la crise des retraites. Verticalité, je crois qu'il faut inverser cette verticalité. J'ai le sentiment que le président de la République l'a entendu, nous en avons parlé dans les propositions que nous avons faites, parce que je veux être un homme en même temps positif, et il ne servirait à rien d'être au bord de la route en disant il n'y a qu'à. Le vrai sujet, c'est que nous devons tous contribuer à redresser notre pays, mais en nous disant chacun nous avons des choses à dire et à apporter. C'est mon état d'esprit comme président du Sénat. Gérard Larcher, la droite, elle a toujours eu besoin d'un chef. Là, pour le moment, la droite, elle n'a pas de chef. Ou plus exactement, elle en a trop. François Baroin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Rachida Dati. Comment vous allez faire pour désigner celui qui portera vos couleurs en 2022 ? C'est naturellement un sujet majeur pour cet automne. Il faudra une méthode de départage, et cette méthode de départage, peu importe le nom, que ça s'appelle primaire ou autre chose. Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes favorable à des primaires à droite ? Je considère indispensable, et l'interview de Rachida Dati le montre hier, que nous ayons une procédure de choix dans le respect du gaullisme. Le gaulliste que je suis dit, ça n'est pas automatiquement un parti qui va désigner. Donc vous êtes pour, pardonnez-moi, je précise, vous êtes pour des primaires. Je suis favorable à des primaires ou à un départage. Donc vous n'avez pas du tout été échaudé par ce qui s'est passé en 2017. Attendez, si on en tire quelques leçons, mais c'est pas en 2017 les primaires qui nous ont fait échouer. Je voudrais vous rappeler que c'est pour d'autres motifs, y compris l'extrême célérité d'une procédure judiciaire qui fait d'ailleurs l'objet actuellement d'une enquête devant le CSM. J'insiste sur cette question-là parce que j'ai cru comprendre que le patron de votre formation politique, Christian Jacob, y était opposé. Oui, et moi je pense que sans méthode de départage, nous ne pourrons pas, j'allais dire, soutenir celui ou celle qui aura incarné nos valeurs. Je ne me résous pas à un deuxième tour qui se jouerait aujourd'hui entre le président Macron et Marine Le Pen. Je pense que nous devons occuper un espace d'alternance. La même question est posée chez les socialistes. Nous sommes le premier parti politique territorial avec nos amis et alliés du centre et divers indépendants. Eh bien, comment le premier parti territorial n'aurait pas un candidat ? Dans tous les noms que j'ai cités, c'est un peu tôt pour vous poser la question, mais il y en a un qui a vos faveurs, votre Je ne suis pas dans l'état de désigner des faveurs. Je connais les qualités de ceux qui sont éventuellement des candidats. Il faut que nous en ayons un ou une, et ensuite proposer aux Français une alternative. En tout cas, je retiens que vous êtes pour des primaires. Il y a des sénatoriales au mois de septembre. On renouvelle le Sénat pour moitié. C'est pas le cas de votre fauteuil dans les Yvelines. Est-ce que juste une info? C'est le cas du fauteuil du président. Absolument. Puisque tous les 3 ans. Et donc ma question, vous la connaissez. Vous serez candidat à votre propre succession à la présidence du Sénat? Je serai candidat. Deuxième information. Je voudrais qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez bien, Gérald Darmanin. Vous citiez son nom il y a quelques instants. Il fait l'objet d'une plainte pour viol présumé, d'une instruction judiciaire. La question, au fond, elle est assez simple. Est-ce qu'il a le droit, selon vous, à la présomption d'innocence? Et la question subsidiaire, est-ce qu'il peut occuper sereinement son poste de ministre de l'Intérieur? Le droit, bien sûr. Et nous avons le devoir de respecter la présomption d'innocence. Seul le juge peut prendre des décisions. Ça n'est ni la rue,
ni, pardonnez-moi, les médias, ni les réseaux sociaux. Je dois vous dire que quand je vois la décision de Christophe Girard à Paris, je me dis que... Adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, qui a démissionné hier soir. Qui a démissionné hier soir. Rappelons-nous quelques principes. Dans un état de droit, c'est le juge, et Gérald Darmanin peut exercer la fonction qui lui a été confiée par le président de la République. Mais il y a d'un côté les principes, vous avez raison de les rappeler, la présomption d'innocence, mais il y a de l'autre l'émotion que suscite à chaque fois ce type d'affaires, l'émotion des femmes, l'émotion des associations, etc. Comment on fait pour faire cohabiter tout ça ? Parce que les principes sont supérieurs. Il y a dans les livres anciens toujours entre l'émotion et les principes. Souvenez-vous, Jésus ou Barabbas? Et on choisirait Barabbas. Je peux vous poser une question personnelle. Vous allez prendre quelques jours de congé. J'imagine que vous allez emmener de la lecture. Vous avez déjà choisi quel livre? Je n'ai pas choisi encore un livre, mais je lirai le livre de Nicolas Sarkozy. C'était ma question. Il fait des livres à intervalles réguliers. À votre avis, c'est juste la volonté de laisser une trace ou c'est peut-être préparer une forme de retour? On a l'impression qu'à droite, il est là, c'est la statue du commandeur, il surplombe un peu votre famille politique. Nicolas Sarkozy, c'est une somme d'expérience. Et cette somme d'expérience, d'ailleurs, je m'en nourris assez régulièrement. Et chacun connaît mon indépendance vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Un livre de Nicolas Sarkozy, c'est un événement. Et son regard sur ce qu'il a vécu, crise de 2008 et la crise d'aujourd'hui, c'est, je crois, intéressant pour préparer le rebond de notre pays et dont l'Europe a besoin. Nous n'avons pas parlé d'Europe ce matin. C'est une décision importante qui a été prise. Certains la qualifient d'insuffisante. Historique. Méfions-nous, c'est historique tous les ans. Mais c'est une décision importante car pour la première fois, nous entrons dans une forme de décision par rapport à la dette. Décision collective, subvention et prêt. Et cette décision, elle est pour moi porteuse de réflexion, même s'il y a beaucoup d'insuffisances. Par exemple, la défense, la santé, qui se sont vus mis, j'allais dire, aux vaches maigres. Merci Gérard Larcher d'être venu ce matin répondre à nos questions. Et bien sûr, l'information continue sur BFM TV et sur RMC. Merci.